Merci beaucoup. Là, je vais prendre la psychologie du travail. Dans la psychologie du travail, on dit qu'il faut mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est dire autrement que quand on n'a pas fait la passation de marché, eh bien, on ne va pas s'improviser expert dans ce domaine. Quand vous me citez autant des bévues, je l'attribuerai à deux choses. Soit à l'ignorance, soit, je dis bien, soit à l'ignorance. Et si j'exclus l'ignorance, c'est que nous sommes en présence d'une personne qui veut faire. Tout simplement. Vous avez dit bévu. Pardon? Non, qui veut faire fille à la loi, ça veut dire qu'il veut, on va dire comment là, qui veut braver la loi. Ce que je veux dire, c'est ça. Il n'y a que deux cas. Soit c'est de l'ignorance, soit on est en présence de quelqu'un qui veut braver la loi. Oui, si la Cour vous a bien entendu, en commençant, vous avez dit que si on se trouve en présence autant des bévus, vous appelez ça bévu. Merci. Autant de bévus. Qu'est-ce que je dis? Voici la question de la. Dans le contrat, se trouve dans tel banque. Dans le contrat, oui, le compte indiqué payé se trouve dans telle banque. Quelle est la procédure pour qu'on puisse payer dans un compte ouvert dans une autre banque? Oui, l'explication est simple. Je vous donne un cas simple. Je peux être, admettons que je sois entrepreneur et que ma banque, c'est X banque, avec laquelle je fais toutes mes transactions. Puisque ce que je ne vous ai peut-être pas dit, c'est que en dehors de la sollicitation de l'avance de délivrage, il y a aussi la possibilité pour un entrepreneur de nantir son contrat. Il a la possibilité de nantir son contrat auprès de son banquier pour avoir de l'argent exécuté. Et puis par la suite, la banque va récupérer, ça veut dire que la banque va exiger de l'entreprise et de l'autorité contractante que les sommes qui vont payer ce marché passent par elle. Ça existe aussi. C'est-à-dire, je peux être de X banque, mais cette X banque ne refuse de me prêter. Il y a une autre banque qui me dit oui, moi je peux noter votre contrat. Souvenez-vous, c'est qu'en passation de marché, comme je vous ai dit, le principe c'est la célérité. Parce que les marchés publics sont exécutés conformément à des délais fixes. Il faut payer. Comme je vous ai parlé de l'intérêt moratoire que va bénéficier les titulaires du marché, si l'autorité contractante ne paye pas, comme aussi je vous dirai, l'autorité contractante est en droit d'exiger, de frapper les titulaires du marché de ce qu'on appelle les pénalités de retard. Et si les pénalités de retard, le calcul de ces pénalités atteignent 10% du montant du marché, le contrat est résilié avec nous. On le déclare défaillant. Alors pour que cela n'arrive pas, le titulaire du marché peut choisir de nantir son contrat. Procédure connue. Donc il va auprès d'une banque avec son contrat, il le nantit là-bas et l'autorité contractante sera en droit tout simplement de changer de numéro bancaire. C'est possible. Mais, c'est le mais qui importe. Le mais c'est quoi? C'est que le compte séquestre, ça c'est un autre compte. C'est un compte que l'autorité contractante a ouvert, il garde encore l'argent par devers lui, et lui, quand il donnera sa banque sur laquelle on doit commencer à procéder au paiement, on attendra les factures arriver et nous allons créditer. Donc, le changement de compte dans un contrat, c'est pas un problème. Ça fait un problème. Les comptes séquestres doivent être ouverts par qui? L'autorité contractante, je le précise. Pas par l'attributaire. Non. L'attributaire va ouvrir comment? Parce que le problème, le principe, c'est que l'autorité contractante doit sécuriser l'État. C'est le principe. L'État doit être sécurisé dans tout. Et l'attributaire, lui, il donnera juste son numéro. Peu importe, il peut changer de numéro de compte autant qu'il veut. Ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est que l'autorité contractante décaisse les acomptes. Les acomptes, et à la fin, il y a un solde. Je ne peux pas vous étonner. Parce que quand on atteint 80% du marché, déjà avant de commencer,
il y a une garantie de bonne exécution qui va construire. Il va d'abord construire une garantie de bonne exécution au début du travail. Et cette garantie de bonne exécution va sécuriser l'État par rapport à quoi? À la bonne exécution des travaux. S'il n'exécute pas les travaux conformément au cahier aux spécifications techniques, aux restrictions techniques, eh bien la garantie de bonne exécution sera réduite. Et quand on va arriver au moment de la réception provisoire, entre la réception provisoire et la réception définitive, il y a une garantie à ce niveau-là. La garantie de parfait achèvement. Et cette garantie de parfait achèvement, ça veut dire quoi? Lorsque nous arrivons au moment de la réception provisoire, on va regarder le bâtiment. Si nous estimons qu'il y a des fissures, il y a des carreaux cassés, tout ça. Et c'est à ce moment de la réception provisoire qu'on va les relever. Il y a même ceux qui parlent de la réception technique. On va relever tout ce qui est imperfection pour lui demander de les corriger. De manière à ce qu'au moment de la réception définitive, on est quitte. Monsieur Christian, tout à l'heure dans vos explications, tout au début de l'expertise apportée à la Cour, vous avez dit que l'autorité contractante adresse une requête à l'autorité approbatrice. La Cour veut savoir, tel que vous l'aviez dit, sur une question de précision, que doit contenir cette requête en annexe. Est-ce notamment les contrats? Les contrats déjà signés? Oui. Ok. Quid du cas où les contrats annexés à la requête adressée à l'autorité approbatrice renferment X montant, mais que lorsque l'approbation expresse ou tacite est obtenue et par la suite un autre contrat soit signé et contenant Y montant. Quelle est la valeur? Oui. De lors que, ce que vous dites ici, je réponds ce que vous dites. Au moment de l'approbation, le contrat contenait X. Après la période d'approbation, on fait un deuxième contrat. Un autre contrat qui contient un autre montant. On revient à l'étape justice. On revient à l'étape justice. Ça veut dire pour entrer au l'état justice, ça veut dire l'étape première, on revient auprès de l'autorité, la DGCMP, pour obtenir la note sur ce contrat-là. Donc, en quelque sorte, selon vous, oui, ce n'est plus le même contrat. Non. Du moment que le montant a changé, c'est plus le même contrat. Ce n'est plus le même contrat. Peut-on considérer que l'approbation donnée pour les contrats annexés à la requête adressée à l'autorité approbatrice, que ces contrats, même alors qu'il est modifié, qu'on y insère un autre montant, que ces contrats demeurent le même? Bon, je vais donner une subtilité quand même. La subtilité, on la trouve dans le contrat de marché de fourniture. Dans le contrat de marché de fourniture, on dit que les quantités peuvent être augmentées de 20% ou diminuées de 20%. C'est pas pour autant que ce n'est pas un contrat. Ça reste un contrat. Mais dans le domaine des marchés des travaux, là c'est autre chose. À partir du moment où vous changez le montant du contrat, je crois que quand vous inviterez l'expert de la DGCMP, la DG de la DGCMP, il vous dira exactement la même chose. Parce que là, c'est plus le même contrat. C'est vrai que c'est le même objet, mais du moment que le montant du contrat change. Qu'importe si le nouveau contrat avantage la République dans les crédits appropriés. Peu importe, je précise bien, peu importe. Parce que le problème, c'est quoi? Le nouveau contrat n'a pas été soumis au contrôle préalable. Mais imaginez que toutes les clauses du contrat sont les mêmes. Mais oui, justement. Une seule clause sur le montant change. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous prenez un avenant avec incidence financière, l'objet du contrat reste le même. Dans le contrat, ça sera le même. Mais seulement on dit que ça ne dépasse pas 15%. C'est peut-être dans la description de tâches, c'est là que les tâches vont changer.
Mais la description du contrat, ça restera le même contrat. Donc, selon vous, de par ces changements, l'autorité Il fallait revenir à la DSMB. devrait revenir Oui. à la DGSB. Oui, c'est pas unilatéral. En fait, le problème c'est que quand la DSMB a donné sa non-objection sur un contrat, vous n'y touchez plus. La seule subtilité, je vous ai dit que c'est dans le marché de fourniture et de services, où on dit, au moment où vous achetez, vous pouvez augmenter la quantité de vente, à moins que je me trompe, ça va être 15 ou 20%, ou le diminuer de 20%. Il y a une clause qui le dit. Ça, c'est dans le marché de fourniture. Mais absolument pas dans les contrats de travail. Non. Merci. Nous demandons à la partie ministère public si vous avez des questions. Et puis, la partie défense va intervenir. Après, faites poser des questions à la Cour. Monsieur le Président, au bout de nos questions, nos préoccupations sont déjà rencontrées par le district. Mais juste une petite précision. Pour arriver à signer un contrat dans le respect de la loi, il y a plusieurs étapes. Notamment, obtenir l'avis de non-objection. Est-ce que ce sont des étapes cumulatives ou on peut se passer de certaines étapes? Et si on se passe de certaines étapes, notamment quand on n'a pas obtenu l'avis de non-objection, est-ce qu'on peut accomplir les autres étapes qui restent? C'est la question, monsieur le Président. Vous avez compris la question. Dans la procédure de passation des marchés, doit-on respecter scrupuleusement toutes les étapes? On peut escamoter d'autres. On doit le respecter scrupuleusement. On ne doit pas escamoter. Parce que quand vous escamotez une procédure, ça vous rattrape plus loin. On ne peut pas escamoter. C'est cumulatif. Et dans cette hypothèse, le contrat reste-t-il valable? Je vous ai dit que ce contrat-là n'est pas valable. Pourquoi il n'est pas valable? Parce qu'il ne s'agit pas du même contrat. L'autorité approbative, plutôt l'autorité, la direction générale du contrôle du marché public a donné l'anneau sur un contrat. Et je vous ai dit que quand l'anneau est donné sur ce contrat, l'autorité contractante ne peut plus rien revoir. Plus rien. D'ailleurs, même l'approbation partira de ce montant-là. Mais à partir du moment où on modifie une clause du contrat, il faut revenir à la DGSMB. Il faut revenir avec une note explicative, faire constater pourquoi on a modifié le contrat, même si c'est bénéfique, comme vous avez dit. Monsieur le Président, c'est toujours dans les soucis d'obtenir des précisions. Ainsi, on vous entendre parler, quand on est devant un contrat qui n'a pas obéi à toutes ces étapes-là, on ne doit pas parler d'un contrat. Je l'ai précisé. Je dis que c'est un contrat nul. Merci beaucoup, monsieur.